Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICI TV. Au programme ce soir, 2 chiens tués, 2 autres grièvement blessés, le tout en une semaine dans le Champsaur. Que se passe-t-il vraiment? En tout cas, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Gap. Nouvelle mobilisation des agriculteurs demain. La FDSEA ira demain dans des grandes surfaces de Gap pour enlever les produits présidents du groupe Lactalis des rayons. En ligne de mire, le prix du lait. Et puis, zoom au cours de ce journal sur Seb Ogier qui est de retour chez lui. Le champion du monde des rallyes effectue aujourd'hui des essais pour le rallye de Monte-Carlo. Mais pour l'heure, on passe à votre météo de ce vendredi avec le soleil qui est encore une fois de la partie. 2 chiens tués, 2 autres grièvement blessés par balle, le tout en une semaine. Mais que se passe-t-il vraiment dans le Champsaur? Les faits remontent à jeudi dernier. Un labrador a été retrouvé criblé de balles, mais vivant. Il a été pris en charge par un vétérinaire. Le lendemain, la femelle a été retrouvée morte près du plan d'eau de Saint-Bonnet. 2 jours après, 2 chiens ont été retrouvés tués dans le centre du village à Saint-Julien, en Champsaur. Une enquête a été ouverte après ces faits. Écoutez une voisine de Saint-Bonnet, témoin proche de cette affaire. Jeudi matin, un passant très sympathique, qui a des chiens qui sont un peu plus loin là-bas au Pont Blanc, s'est arrêté, a vu le mâle au bord de la route et il l'a blessé. Il l'a porté chez le vétérinaire. Donc ils l'ont soigné. Lui, il avait des impacts de balles tout au museau, à la jambe, donc au genou et sur le train arrière. Et le vendredi matin, les vétérinaires m'ont téléphoné en me disant qu'ils avaient trouvé la chienne un petit peu plus loin que chez moi, 500 mètres au plan d'eau, au bord de la route. Elle, par contre, elle n'a pas été épargnée. Elle a été tirée un coup de fusil à bout portant. 2 jours après, un monsieur qui habite Saint-Julien avait perdu aussi ses chiens. Et il les a trouvés aussi, comme, de la même façon, tués dans Saint-Julien. Le mâle est mort. La femelle, par contre, elle a eu la mâchoire. Il a fallu lui refaire la mâchoire. Et sachez qu'une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Gap. Et les agriculteurs se mobilisent une fois de plus demain à l'appel de la FDSEA. Ils se rendront dans les grandes surfaces de Gap afin d'enlever des rayons des produits du groupe Lactalis. Les grandes difficultés rencontrées par les producteurs de lait sont à l'origine de cette grogne. Un nouveau scanner et la reprise du service de cancérologie URL. Les projets fourmillent pour la polyclinique des Alpes du Sud de Gap. Le centre a reçu un tout nouveau scanner il y a tout juste un mois. Le service de radiologie est donc en train d'être complètement remodelé pour prendre en compte cette nouvelle technologie. La structure de santé qui se situe sur les hauteurs de Charence à Gap poursuit son développement. C'est un empereur au petit pied. Ces mots, ce sont ceux de Jean-Michel Arnaud, vice-président du Conseil général des Hautes-Alpes et maire de Tallard, qui était notre invité ce midi sur l'antenne de DICI Radio. Et il qualifie par ces mots le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard. On savait que l'ambiance entre les 2 hommes était tendue à l'origine de ce conflit. Des mots qu'aurait eu Pierre Bénard, préfet des Hautes-Alpes, à l'encontre de Jean-Michel Arnaud, lorsque celui-ci s'est exprimé notamment sur le loup ou sur la réforme des cantons. Écoutez Jean-Michel Arnaud. Pour qu'il ouvre sa porte, pour qu'il nous écoute, pour qu'il ne soit pas simplement un empereur au petit pied. Parce que si le monde change, le monde doit aussi changer chez les représentants de l'État. Il doit être à l'écoute, il doit nous entendre et faire remonter les besoins de la base. Et plus encore, aux parlementaires de la majorité, pour qu'effectivement, ils intègrent les préoccupations des Hauts-Alpins et que nous puissions, le moment venu, nous réunir, parce que je crois que les élus sont des élus responsables, les socioprofessionnels, j'ai écouté ici à votre micro Boris Perdigon, le président de l'UPE, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des casseurs, nous sommes simplement là pour relayer les besoins de la population. Une trentaine de personnes s'étaient donné rendez-vous ce matin devant le monument aux morts de Gap afin de rendre un hommage à tous ces soldats morts durant le conflit d'Algérie. Beaucoup d'autorités étaient présentes. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le monument aux morts. En tout cas, c'était un rendez-vous important pour Orlando, un ancien légionnaire qui a participé au conflit en Algérie. On l'écoute. On n'oublie pas quand même ce qu'on a fait, ce qu'on a endossé, ce qu'on a... je trouve que... Bon, moi je suis quand même un peu patriote, quoi. Les gens, j'aime bien respecter, non seulement pour les morts, mais aussi qu'ils sont encore vivants, quoi. Quelquefois, retrouver, faire des retrouvailles parmi
Parmi les anciens, soit du régiment, ça c'est peut-être un peu exceptionnel, mais même on trouvait des sympathisants qui ont vécu cette époque-là, ça fait toujours plaisir. Faible mobilisation ce matin à Gap contre la réforme des rythmes scolaires. Ils étaient une cinquantaine à s'être donné rendez-vous devant l'inspection académique, direction la préfecture en passant par la rue Carnot. Alors au total, 7% du monde de l'éducation était en grève. Le mouvement est-il en train de s'effriter? C'est la question que nous avons posée au syndicat Sud Éducation. La réponse en images. Je ne sais pas si ça s'effrite, si les gens sont sur place, il faudrait quand même voir dans la journée les chiffres de la grève. C'est sûr, quand on fait grève, il faut quand même le dire, on perd notre salaire parce qu'on entend souvent que bon, on fait grève comme ça et qu'on est payé. Non, on perd bien notre salaire, donc c'est assez difficile. Quand on voit des gens qui restent droits dans leurs bottes en disant que tout se passe bien et en martelant avec de gros moyens médiatiques que tout se passe bien, c'est sûr que c'est difficile de lutter. C'est aujourd'hui qu'a commencé les 48 heures pour l'emploi. Pôle emploi Gap à Micropolis avait mis les petits plats dans les grands. Demain, ça sera au tour de Briançon. En effet, les partenaires de Pôle emploi sont venus directement à la rencontre des demandeurs d'emploi afin de leur expliquer que la création d'entreprises est un projet porteur ici, dans les Hautes-Alpes. Écoutez Stéphane Jules, il est le directeur territorial de Pôle emploi du 04 et du 05. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes aux 48 heures de l'emploi qui se déroulent dans les Hautes-Alpes avec une valorisation de la création d'entreprises, donc 2 ateliers sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui dans l'agence de Gap et demain sur l'agence de Briançon avec une originalité ou du moins une action innovante qui est en fait les partenaires qui se trouvent aujourd'hui dans l'agence de Pôle emploi et qui reçoivent les demandeurs d'emploi dans les bureaux des agents de Pôle emploi. Donc l'idée c'est vraiment de proposer et de montrer que la création d'entreprise est une vraie solution dans les Hautes-Alpes. Donc cet après-midi, aujourd'hui, il y a des demandeurs d'emploi qui sont convoqués, qui sont invités et ils seront reçus par les structures. Et il y a aussi des ateliers qui se réalisent à l'étage de l'agence qui permettent aux demandeurs d'emploi d'affiner leur projet de création d'entreprise. Sébastien Ogier de retour dans les Hautes-Alpes, le Champserein, champion du monde des rallyes WRC, est venu préparer activement le futur rallye de Monte-Carlo. Reportage sur place signé Adrien Citeau. Au sommet du Champsaur, sur les pentes de Serrero, des camions Volkswagen se sont regroupés au pied des pistes sous l'œil d'une poignée de curieux. Sébastien Ogier et toute l'écurie Volkswagen ont pris leur quartier dans les Hautes-Alpes pour réaliser des essais privés sur la neige. Sous le vrombissement de la Polo WRC, les spectateurs sont aux anges. Ils peuvent côtoyer leur idole et assister à un petit rallye des neiges dans la plus grande intimité. Écoutez José, c'est un fan de Saint-Laurent-du-Croc. On est arrivé, c'était 9h30, donc il y avait déjà eu 2 ou 3 runs. Mais on a vu des beaux dérapages, des beaux virages et des belles descentes dans ces petites routes qui sont magnifiques. Sur une piste de 3 mètres de largeur, le champion du monde des rallyes attaque la pente pied au plancher. José est toujours autant impressionné par son talent. Ça va très vite, on se demande comment ils font pour aller aussi vite dans des petites routes comme ça, en étant en travers, en regardant les arbres presque en permanence. Donc c'est impressionnant et en même temps on est dans un autre monde. Idem pour Jean-Louis Pellegrin, membre du team Ogier, qui est époustouflé de la virtuosité du Champserein derrière un volant. J'ai vu 4 passages, mais la descente c'est vraiment impressionnant. Mais la montée, ma foi, c'est beau déjà, mais descendre pour tenir ça, il faut déjà être champion du monde, on va dire. Sébastien Ogier enchaîne les essais toute la journée, changeant ses pneus, réglant son moteur. Objectif, que la voiture soit le mieux calibrée possible pour attaquer le premier rallye de la saison prochaine à Monte-Carlo. Pour leur place au spectacle, certains ont même posé un jour de congé pour être présents. Le bouche à oreille fonctionne bien. Sébastien Ogier déchaîne toujours autant les passions sur ses terres, si certains en doutaient encore. Et sachez que Sébastien Ogier a refusé de s'exprimer sur DC TV pour la simple et bonne raison que nous avons osé révéler son salaire il y a quelques semaines. Tout autre sujet maintenant, les stations de ski ouvrent. Dès ce week-end, vous pourrez pratiquer votre passion. Alors comment ça se passe, une ouverture? Clara Lolstis a pu suivre l'équipe de Vars. Reportage en images.
Vars-la-Forêt-Blanche, un des plus grands domaines skiables des Hautes-Alpes, se prépare activement à l'ouverture de ses pistes. Depuis la mi-novembre, les canons à neige sont en route et l'équipe de damage est à l'œuvre. L'objectif, bien sûr, être fin prêt pour le 14 décembre, comme nous l'explique Bruno Malochet, directeur des remontées mécaniques de la station. Nous mettons la machine en route, c'est-à-dire qu'il y a une montée en puissance de tous les services. Alors bien sûr, le service le plus sollicité, c'est la neige artificielle, mais dès qu'on a commencé à produire à peu près 50 000 m3 de neige, il faut écrêter, il faut l'état, il faut faire un maximum de choses, il faut mettre le maximum de moyens pour pouvoir ouvrir la station le 14 décembre, à savoir les préparations de pistes, donc l'étalage des tas des canons à neige, les poses de matelas, d'offrir finalement le meilleur service qui soit pour le 14 décembre. Alors d'où vient cette neige artificielle et comment est-elle fabriquée? Petit tour dans les coulisses de la station. On est 4 sur la station à faire la neige artificielle à plein temps l'hiver. Donc on s'occupe des réseaux, de la production et de la maintenance. Donc ici on est à la réserve collinaire de Chabrières qui a été créée en 2010. C'est une réserve qui fait 120 000 m3 et donc qui nous sert de bassin pour la production de neige artificielle. Direction ensuite la salle des machines qui gère les ressources en eau d'une grande partie du domaine. L'été sur le domaine, donc on range tout. Et donc on a 3 semaines, un mois de montage en début de saison. Donc début novembre, on est prêt à produire. Et donc après, on attend le froid. Ici, on se trouve dans la salle des machines donc de Chabrières, qui est située dans la colline, enfin dans le talus de la réserve collinaire. Donc on est sous le lac. On a la ressource en eau, donc, qui est gérée à partir d'ici, et la ressource en air. Donc on a des compresseurs pour produire l'air, pour gonfler le réseau et pour fabriquer la neige artificielle. Et on a des pompes donc, pour gonfler aussi le réseau en pression et pour faire fonctionner les canons à neige. On en a fait en grande quantité de la bonne neige parce qu'il fait froid, donc au plus il fait froid, au mieux la qualité est. Et donc on est prêt, ouais. Plus bas dans la station, la tour de contrôle du domaine. Ici on est à la supervision, donc c'est le PC qui gère tous les canons à neige de la station de Vars. Donc c'est ici qu'on gère toutes les usines où on était tout à l'heure et tous les canons à neige. Donc à partir de l'ordinateur, tout est commandé à distance. On planifie donc en fonction, avec le chef des pistes, avec le service du damage, les canons donc, où on a besoin de neige pour les pistes. Donc en fonction de ça, on planifie sur l'ordinateur. Ouais, Cédric, qu'est-ce que ça dit sur les escondus? La partie haute, nickel, ça m'a bien fait cette nuit, il n'y avait pas trop de vent. On a un petit souci sur le disque thermique du compresseur, je pense. Ouais, je viens d'être averti là par un texto, donc une erreur sur le 10. Tu pourras passer voir? Ok, je finis à l'usine et j'y vais dessus. Les préparatifs battent donc leur plein à Vars. Les pistes sont damées tous les jours jusqu'à l'ouverture le 14 décembre. Puis les rondes pourront commencer toutes les nuits. Après l'ouverture, les équipes de damage travailleront pour proposer aux skieurs des pistes de qualité pour une bonne glisse. Magnifique reportage à retrouver sur d'ici.fr. Tout autre sujet maintenant, demain, c'est le début du Téléthon. Les associations dans les Alpes du Sud mettent les petits plats dans les grands pour récolter des fonds afin de venir en aide aux myopathes et aux malades en général. Alors nous nous sommes rendus par exemple à la maison de retraite de Savines-le-Lac où depuis 3 ans, les résidents se mobilisent afin de récolter eux aussi de l'argent au profit du Téléthon. Nous avons rencontré Caroline, employée dans cette maison de retraite. Elle nous explique en détail ce que ces résidents ont préparé pour cette année. Donc cette année, ces dames ont confectionné donc, des bougeoirs qui sont faits à partir de bois flotté. Nous avons mis tout le monde à contribution, famille, bénévoles, les amis, le personnel également. Donc pour recueillir aussi toutes les matières premières qu'il nous fallait pour constituer nos bougeoirs. Voilà, nous en avons confectionné plus de 70. Nous avons été obligés de les mettre en pré-vente, en exigeant bien sûr des chèques à l'ordre de l'AFM en pré-vente. Voilà, et donc nous les fabriquons au fur et à mesure pour être prêts pour samedi 7 sur la place de Savines-le-Lac.
Demain soir, la nuit du tourisme se déroulera au Quattro de Gap. C'est la première édition. Alors la gastronomie locale sera mise en avant, mais pas seulement. Je vous laisse découvrir sans plus attendre le teaser de la soirée. Un événement qui donne envie. Allez, l'actualité d'ici et maintenant terminée, mais on passe à l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, c'est Camille Martel qui s'y colle. Feu vert de l'ONU à une intervention française en Centrafrique. La France aura pour mission de ramener la sécurité dans le pays, en proie aux violences communautaires et interreligieuses depuis le renversement en mars du président Bozizé par la rébellion Séléka. Plus de 80 cadavres ont été retrouvés dans une mosquée et dans les rues de Bangui après les violences de la journée. La Russie dénonce l'hystérie occidentale alors que les États-Unis et les Européens ont signifié leur soutien aux manifestants ukrainiens. Ils sont des milliers à occuper depuis des jours le centre de Kiev pour protester contre le refus du pouvoir de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Depuis sa prison, l'opposante Yulia Tymoshenko, égérie de la révolution orange en 2004, a réclamé des sanctions contre le président Yanukovych. Les enseignants battent de nouveau le pavé contre la réforme des rythmes scolaires. Soutenus par une partie des parents seulement, ils réclament son assouplissement, voire pour certains son abandon. La réforme est mise en œuvre par 17% des communes depuis 3 mois. Les autres y passeront à la rentrée 2014. Les Goodyear ne désarment pas devant leur usine d'Amiens-Nord, promise à la fermeture. 300 salariés ont bloqué le dépôt de pneus, rejoints par des employés de Valeo ou Sanofi, également touchés par des plans sociaux. La CGT appelle à un rassemblement de tous les salariés menacés de licenciement le 2 janvier devant le ministère du Travail à Paris. Dans un contexte budgétaire difficile, Matignon se met au régime sec et vend une partie de sa cave aux enchères. Une cave 100% française, composée essentiellement de 2e et 3e crus, avec quelques bouteilles d'exception, comme un Romanée Conti de 2004 estimé à 5 000 €. En mai, une vente similaire à l'Elysée avait rapporté 718 000 €. Allez, l'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour les titres dans moins de 15 minutes. Excellente soirée sur DC TV.